Managing Markets and Liquidity Risk in a Volatile Microeconomic Environment. Sujet que maîtrise parfaitement Kiriba, qui nous a composé un panel de haut niveau. Effectivement, je plante le contexte, la hausse des taux d'intérêt, le retour de l'inflation et de la récession, la réinitialisation du commerce mondial et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tout cela couplé à la crise des matières premières, de l'énergie, aux problèmes géopolitiques, l'effondrement des marchés boursiers et obligataires, et bien tous ces phénomènes, comme vous le savez, ont un impact significatif sur la façon dont les banques, les entreprises et les fintechs gèrent leurs risques. Alors comment gérer son cycle de liquidité dans un environnement où les crises systémiques sont de plus en plus brutales? Pour en parler, va répondre à cette question épineuse Olivier Babot en plateau, président de l'Institut Sapiens, essayiste et également professeur à l'Université de Bordeaux. Olivier Babot, bienvenue. À côté, avec nous, Florence Trésarieux, Global SVP Treasury and Investor Relations, c'est-à-dire en charge de la communication financière, de la finance, de la trésorerie chez Pernod Ricard. Également avec nous, Philippe Henry, il est Strategic Board Advisor chez Kiriba, également à Europlace. Jean-Manuel Richier, merci d'être avec nous. Vous êtes Head of Investment Banking Continental Europe chez HSBC. Et Alexandre Mema, Global Head of Global Transactions and Payment Service à la Société Générale. Mathieu Boucherie également, je ne sais pas si je vous ai cité, vous êtes chez Orange, directeur du financement et de la trésorerie. Je me tourne vers vous, Olivier Babot, parce qu'on se demande quels sont les facteurs à prendre en compte dans ce monde. J'ai cité pas mal de phénomènes. Or, depuis la création de l'OMC en 1995, force est de constater que les échanges ont doublé de volume. Il y a une vraie mondialisation, sauf qu'elle a été pas mal remise en cause depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, et puis elle a été ensuite par la pandémie et la montée des tensions géopolitiques. Alors, est-ce qu'il faut même parler de démondialisation, Olivier Babot ? Bonjour, merci de votre invitation. Vous savez ce que disait Peggy, il faut dire ce que l'on voit, mais plus important encore, il faut voir ce que l'on voit. Il y a une super phrase, je ne suis pas un grand fan spécialement du pape François, mais il y a une phrase qui m'a interpellé, il a je crois bien dit, en fait on ne vit pas une époque de changement, on vit un changement d'époque. D'ailleurs époque en grec, c'est ce que ça veut dire, époquet, en fait c'est la rupture. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On vient de voir se dissiper trois grandes illusions. La première, en fait, c'est un peu comme si on sortait du très bizarre terrier d'Alice dans lequel on était rentré. La première illusion, c'est évidemment ce monde de taux négatifs où on était entré, où l'avenir était donc plus certain que le présent, où le présent valait plus que l'avenir. Ce qui est évidemment un monde qui marchait sur la tête. Quelque part, c'est rassurant. On en est sorti, on revient dans un monde normal où les choses se fonctionnent normalement. La deuxième chose qu'on avait, sur laquelle l'illusion se dissipe, c'est celle de la fin de l'histoire. C'est le monde de Fukuyama, évidemment, qui se termine pour de bon. C'est le retour des conflits géopolitiques. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, on a vu retourner trois choses dont on pensait qu'elles étaient pour toujours dans les livres d'histoire. Les pandémies, les conflits à nos portes et probablement des famines, heureusement pas chez nous, mais plutôt sur le pourtour méditerranéen. Des choses dont on pensait qu'elles étaient parties pour toujours. Eh bien, vous savez, ultima ratio regum, c'était la phrase qui était sur les canons de Louis XIV. Ça veut dire la dernière raison du roi. Quand on a épuisé toutes les ressources de la diplomatie, au bout d'un moment, n'arrive que la force brute. On avait oublié que la force brute, c'était aussi important. Et alors, si on fait un petit retour sur l'histoire, mais vraiment, je suis très rapide. C'est plus le retour des fléaux historiques, en plus. Quelles sont les civilisations qui ont gagné ? À chaque fois, si on regarde, celles qui ont gagné, c'est celles qui avaient les meilleures technologies. Crécy, Azincourt,
les Anglais avaient les longbows qui tiraient 2 à 3 fois plus rapidement que nos arbalètes. Et donc forcément, on se fait écraser. Il y a plein d'autres exemples où c'est la technologie qui fait que vous allez dominer. Salamine, parce que les Grecs avaient mis un rostre, ils avaient renforcé le rostre de leur galère, et donc ils étaient en infériorité numérique, mais ils ont quand même battu les Perses. Il y a plein d'exemples. Alors aujourd'hui, qui a les meilleures technologies ? Je ne sais pas si vous avez vu que le CSO du Patagone a démissionné récemment en expliquant que, donc le Chief Software Officer, en expliquant que ça y est, on avait perdu la bataille de la cybersécurité face à la Chine. Donc aujourd'hui, c'est en gros celui qui a la puissance informatique et puis la puissance de l'IA qui va avoir le pouvoir, et qui a la meilleure IA. Et ben malheureusement, de plus en plus, c'est à la fois les Américains, mais aussi les Chinois. Et donc, ça veut dire qu'on peut ne pas être extrêmement optimiste sur la suite des choses. C'est vrai que les Chinois investissent des milliards dans l'IA. Philippe Henry, je le disais, vous êtes Senior Advisor chez Paris Europlace, Strategic Board Advisor chez Kiriba. Vous avez notamment animé, il faut le rappeler, un groupe de travail sur l'attractivité de Paris pour les émetteurs. Donc, vous êtes bien placé pour nous dire quelles sont les caractéristiques des crises que les émetteurs doivent gérer. Parce que finalement, quand on vous écoute, vous dites il n'y a pas une crise, mais il y a 3 crises avec 3 C. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Je crois qu'on a tous compris ce que voulait dire la crise des 3 C. Cette crise des 3 C qui a commencé grosso modo... Vous pouvez bien parler dans le micro. Qui a commencé grosso modo la 2e semaine de mars 2020. C'est la crise Covid, climat et conflit. Les 3 C. Et en fait, ce que je veux dire rapidement, c'est en quoi cette crise des 3 C est spécifique et différente des autres crises. En fait, elle est différente parce qu'elle est une combinaison linéaire des autres crises. C'est un peu comme si, au fond, presque depuis le début des années 90, au travers de toutes ces crises qu'on a connues, les joint bonds, Koweït, la crise de Maastricht, du référendum de Maastricht en 92, la hausse des taux de 94, la crise asiatique des marchés émergents, LTCM, Russie, etc. en 97, la bulle Internet en 2000, le 11 septembre 2001, les subprimes, etc. Et puis évidemment, c'est cette crise Covid. En fait, ce que ça montre, c'est que toutes ces crises ne chamboulaient pas tous les paramètres et toutes les classes d'actifs, contrairement à celles dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'on ait un angle action, obligation, taux d'intérêt, matières premières, inflation, supply chain, FX, liquidity. Liquidity, c'est pas pour 2022, c'est pour 2023, je vous le garantis. Eh ben, tous ces paramètres sont chamboulés aujourd'hui. Alors on pourrait se dire que ceux qui ont vécu depuis 89 toutes ces crises, au fond, sont bien armés pour pouvoir répondre à ça, et en fait, c'est pas vrai. Donc ça, c'est mon premier propos. Mon deuxième propos, c'est que cette crise, tu parlais d'armes tout à l'heure, est-ce qu'on est armé ? Est-ce que nos CFO, nos trésoriers sont armés pour gérer cette crise ? On va voir tout à l'heure qu'il leur faut des nouvelles armes, dont un travail fort sur la data, un travail fort sur le digital, récupérer des informations plus vite, de manière plus rapide des différents systèmes d'information, consolider cette information pour prendre des décisions. Tu as tout à fait raison. Je voudrais quand même dire une dernière chose. Et je suis désolé d'être... Non, on est là pour vous écouter plus proche du micro encore. Je suis désolé d'être un peu l'oiseau de mauvais augure, mais fatalement, les entreprises vont devoir accepter la nécessité de se déleverager. Et donc, ils vont devoir gérer leur risque financier dans un environnement où ils doivent se déleverager, dans un environnement où ils doivent utiliser plus d'equity, moins de dettes, c'est pas simple, sans oblitérer la croissance. Cette équation, de toute ma carrière, je ne l'ai jamais connue. Puisque vous parlez d'entreprise, on va leur passer la parole. Mathieu Boucherie, chez Orange, vous êtes directeur du financement et de la trésorerie. C'est vrai que les banques centrales ont mis en place des politiques accommodantes. C'était le contexte. Depuis le 11 septembre, ça s'était accentué avec le Covid, mais elles avaient un petit peu tardé à réagir quand même, tellement elles voulaient protéger le coût de l'endettement des États. Et puis maintenant, les entreprises vont retrouver à naviguer entre récession, inflation, hebdomadaire. Comment vous vous adaptez à ce nouveau contexte, à cette grande volatilité des taux de swap ? Parce que c'est de ça dont il faut parler aussi. C'est tout à fait juste. Et on voit que les politiques accommodantes des banques centrales ont elles-mêmes activé les mouvements d'inflation, et la situation de volatilité très forte dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est le cumul des 3 C dont Philippe, tu parlais.
et qui fait qu'on vit dans un monde de marché financier qui simplement vit au gré des anticipations qu'ils peuvent imaginer de ce que va être la conjoncture économique demain. Et comme tout le monde sait qu'on ne sait rien, eh ben, chaque nouvelle économique est surinterprétée et conduit le marché à glisser dans un sens ou dans un autre. Ce qui fait que ce qu'on a vu sur les taux de référence swap 10 ans, qui sont un peu les nôtres chez nous pour de financement de long terme, évoluer autour de 0 à la fin de l'année 2021, franchir les 2% et aller jusqu'à 2,6% dans un plafond autour du 14 juin et redescendre autour de 2% aujourd'hui dans une période extrêmement volatile. Pour nous, il y a deux conclusions essentielles. C'est la première, et elle est évidente, c'est qu'il faut apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Ça veut dire que le financement des entreprises sera beaucoup plus cher et que les conditions dans lesquelles on peut se financer ou se couvrir seront beaucoup plus incertaines. Donc je dirais que nous, on a eu la chance chez Orange d'arriver dans cette période-là avec une forme de prudence sur notre bilan qui nous a permis de rester opportunistes. Et c'est aujourd'hui ça la clé, c'est de rester opportuniste. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans la crise Covid en mars 2020 avec une trésorerie très excédentaire, ce qui nous rend totalement indépendants des fenêtres de marché. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument jouer aujourd'hui pour se financer dans des conditions acceptables et dans des marchés qui ne sont pas toujours ouverts. La clé, c'est l'autonomie, l'indépendance, la capacité, l'agilité. Et ça exige de gérer son bilan de manière beaucoup plus prudente. Je pense que je rejoins aussi Philippe là-dessus sur le sujet du levier. Mais au-delà du sujet du levier, il y a évidemment le sujet du financement et de la liquidité. Aujourd'hui, on gère avec des volants de liquidité plus importants et c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut un petit peu préciser de qui on parle. Quand on parle d'Orange, gardez le micro, effectivement, Monsieur Boucherie, parce que le profil financier d'Orange, beaucoup aimeraient l'avoir. Notation, je crois, BBB+, chez S&P, pour ne citer que cela. Vous pouvez peut-être donner quelques grandes masses. Oui. Et malgré tout, vous dites, quand on veut émettre, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 5 ans, il y a des jours on peut émettre, des jours on peut pas émettre. Racontez-nous cette anticipation, cette veille perpétuelle que vous êtes obligé de faire, si vous voulez bien. Effectivement, Orange, donc, c'est une entreprise, on fait un peu plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on se finance beaucoup par la dette. Donc on a en permanence un stock de dette brute de l'ordre de 30 milliards d'euros et qui se renouvelle à environ 3 milliards d'euros par an. Donc on est un émetteur régulier sur les marchés obligataires, ce qui nous oblige à y aller chaque année, à y aller de manière régulière et à y aller de manière optimisée. Et on est rentré depuis cette année dans un marché de fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on peut émettre de la dette et des jours où on ne peut pas émettre de la dette. Et il y a des jours où il y a de l'anticipation des marchés les jours où les marchés sous-anticipent et les jours où les marchés suranticipent. Et donc les taux, quand les marchés suranticipent, les taux vont baisser. Quand les marchés sous-anticipent, les taux vont monter. Donc il y a des fenêtres qui sont favorables, d'autres qui sont défavorables. Vraiment la clé, au-delà du sujet d'avoir de la liquidité et donc de la marge de manœuvre pour choisir quand on veut émettre et de ne pas être dépendant des fenêtres de marché, la clé, c'est vraiment l'agilité. Et l'agilité, c'est l'information, la capacité à connaître parfaitement le marché, à avoir des équipes qui sont techniquement très bonnes et des banquiers pour nous aider, de manière à ce qu'on puisse se préparer et être prêt à partir à tout moment. Une émission obligatoire réussie, ça se prépare peut-être des semaines à l'avance, mais ça se décide le matin même et ça se prépare la veille. Et c'est ça la clé. Jean-Manuel Richier, vous êtes, je le disais, Head of Investment Banking Continental Europe chez HSBC. Alors c'est vrai qu'il y a de nouveaux risques, on en parle, notamment les problèmes d'approvisionnement. On est dans un environnement très, très changeant. Quelles ont été les réactions des entreprises? Vous qui êtes en contact permanent avec les entreprises, je voudrais livrer ce chiffre. En 2021, une étude d'IDC a montré que 15% des DAF, des directeurs financiers, ont déjà mis en place une stratégie d'enterprise liquidity management pour assurer précisément la résilience ou la croissance de leur entreprise. C'est ce que vous constatez ?
Oui, alors vous avez raison de souligner que les nouveaux risques liés à la pandémie, au contexte géopolitique et également aux sanctions qui ont été mises en place après l'invasion de l'Ukraine par la Russie conduisent les décideurs des grandes entreprises à modifier leur approche dans la gestion des risques. Je dirais il y a deux changements importants. Il y a un changement tactique et il y a un changement stratégique. Sur le changement stratégique, il est clair que les entreprises ne sont plus dans une logique où elles veulent dépendre d'un seul pays ou d'un seul fournisseur pour des composants essentiels de leur chaîne de production. Donc la mondialisation n'est pas terminée. Je crois d'ailleurs elle va continuer, mais elle va se faire sous une forme différente. On va sans doute voir une mondialisation qui se transforme en multi-régionalisation. C'est-à-dire les entreprises vont essayer d'avoir de multiples lieux de production dans différentes régions et différents pays pour diversifier leur risque de production et ne plus se retrouver dans une situation où vous avez un confinement à Shanghai et tout d'un coup vous avez 500 à 600 bateaux qui sont bloqués et vous ne pouvez plus assurer votre production. Je crois que vous avez fait référence à l'OMC. L'OMC a lancé ce concept avec Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, de passer du offshoring au friendshoring, ce qui veut dire mondialisation entre amis. Donc, ce qui peut être un changement assez radical de l'approche de la gestion du risque et des chaînes d'approvisionnement. Donc, je crois qu'on va avoir plus de régionalisation et des entreprises qui vont aussi sans doute procéder à des acquisitions parce que ça va être plus facile d'acheter des sociétés plutôt que de bâtir, de construire ces nouvelles chaînes d'approvisionnement. Voilà, ces phénomènes, c'est un driver pour les M&A. Vous qui, chez HSBC, je crois que vous cherchez à accompagner effectivement les clients français dans leur développement organique à l'international. Juste un exemple, je crois que vous avez accompagné CMA-CGM dans l'acquisition du port de containers de Los Angeles. Vous allez jusque-là maintenant. Tout à fait. Effectivement, on parlait d'un monde instable, de valorisations qui ont baissé. Ça va donner aussi des fenêtres de tir pour les grandes entreprises qui aujourd'hui sont dans des situations plutôt favorables en termes bilanciels, en tout cas en Europe. Et donc, on a des clients qui réfléchissent à poursuivre ou accélérer leur consolidation dans des secteurs où on peut extraire des synergies de coûts. Donc ça va être un premier phénomène. Et d'ailleurs, il s'est matérialisé récemment. On l'a vu ne serait-ce qu'hier avec l'annonce de la combinaison entre Dufry et Autogrill, qui est un bon exemple de deux sociétés qui ont été très impactées par le Covid dans le secteur du travel retail et qui ont décidé de se combiner. Et je crois que le deuxième mouvement qu'on va voir qui est lié à la dépréciation tout à fait significative de l'euro contre le dollar, c'est des entreprises américaines qui vont sans doute accélérer aussi leurs emplettes en Europe. Florence Trésarieux, pardon de vous avoir fait attendre. Je rappelle, vous êtes directrice de la communication financière, de la trésorerie, du financement chez Pernod Ricard. Un jour, il fait 40 degrés et je pense que vous êtes assez détendu. On doit boire beaucoup de pastis Ricard en ce moment, de rhum Havana ou de Perrier. Je vous le souhaite. Un petit mot sur Pernod Ricard. Vous aussi, une très belle signature. On ne va pas faire tout le descriptif du rating S&P, mais vous pouvez nous donner une petite idée de ce que vous avez sous responsabilité. Alors, on est assez similaire effectivement en rating à Orange. On est noté BBB+, on a un chiffre d'affaires qui approche les 10 milliards et on a 9 milliards de dette brute sous gestion qui est essentiellement de la dette obligataire. En fait, l'histoire de Pernod Ricard est une histoire assez intéressante, notamment quand on parle du levier, puisqu'il y a une dizaine d'années, on a fait l'acquisition d'Absolute, donc la vodka. Et à l'époque, on était leveragé plus de 6 fois. Et donc, on a eu toute une trajectoire, effectivement, qui a été assez longue d'ailleurs, et qui, je pense, a marqué l'organisation de manière assez importante sur ces problématiques de financement et de liquidité, puisqu'on est passé de non-investment grade à investment grade très solide aujourd'hui. Et ça continue. J'ai vu le rachat il y a quelques semaines de The Whisky Exchange dans le commerce en ligne de spiritueux. Exactement. Donc, vous avez une belle force de frappe en dépit de ce contexte qu'on va aborder dans un instant. Exactement.
Exactement. Je pense que je rejoins complètement Mathieu. Je pense qu'on a abordé ces crises parce que les crises sont assez multiples avec un bilan très solide. Et je pense très satisfait, humble mais satisfait effectivement d'avoir cette solidité financière qui nous permet de naviguer la volatilité actuelle, mais qui honnêtement est une volatilité qui date depuis plusieurs années de manière aussi sereine que possible. Alors, le premier réflexe, c'était quoi là, quand ces crises arrivent, coup sur coup, vous êtes allé chercher des lignes, des lignes de crédit supplémentaires, des liquidités. Vous les avez trouvées, on imagine? Ouais, encore une fois, je pense que c'est plus facile quand on s'appelle Orange ou Pernod Ricard. C'est plus facile quand on a une bonne notation. C'est pas forcément qu'une question de nom d'ailleurs, c'est aussi une question de notation. On est un crédit très solide. On est accompagné par beaucoup de banques et c'est des réseaux qu'on a tissés depuis très longtemps. Donc, s'appuyer sur ces réseaux-là est évidemment essentiel. Et c'est des crises. Alors, on se prépare jamais à cette crise-là, mais on se prépare aux crises. C'est le métier du trésorier, quand même, de préparer, de gérer les risques. C'est vraiment notre métier et le propre de notre métier. Donc, on a un certain nombre de volants de sécurité auxquels on peut faire appel. Et puis quand on parle de liquidité, en fait la liquidité elle est multiple. Il y a l'obligataire qui je pense est important pour nous, mais il y a les lignes bancaires, il y a le commercial paper, enfin il y a une multiple forme de liquidité qui se sont montrées essentielles pendant cette crise et qu'on doit nourrir en fait. Donc notre métier de trésorier, encore une fois, c'est nourrir nos relations avec les banquiers, nourrir la relation avec le marché et puis s'assurer qu'on est diversifié de manière optimale. Alors puisqu'on a des experts qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez partager avec nous les initiatives que vous avez prises pendant la crise du Covid précisément? Vous avez refinancé des échéanciers concrètement, voilà, de quoi peut-on parler? Alors on a fait deux choses. Sur notre échéancier obligataire, effectivement, on a refinancé plus de la moitié de notre dette brute, donc presque 6 milliards. Et donc avec le recul, effectivement, on est satisfait puisqu'on a pu profiter de taux très bas. Avec des green bonds. Avec des green bonds, exactement. Donc on a inscrit le premier Sustainability Link Bond de notre industrie. Ça, c'est sur la partie financement. Et peut-être pour faire le lien avec Kiriba, on a enclenché une gestion plus approfondie de la manière dont on s'occupe de notre trésorerie, et notamment sur la visibilité. Donc c'est le point que tu faisais, Philippe. En fait, évidemment, les trésoreries de grandes entreprises sont gérées au cordeau, mais n'ont pas forcément toujours la visibilité et la transparence qu'on peut souhaiter. Et quand on rencontre une crise qui peut être une crise de liquidité, qui n'a pas été une crise de liquidité, mais qui est une crise où on se pose des questions sur le cash, on a à cœur d'augmenter autant que faire se peut la transparence et la visibilité de la circulation du cash au sein de l'organisation. Et donc ça passe par un certain nombre de règles qu'on instaure et puis du training qu'on fait auprès des équipes, mais pas mal d'outils. Et donc je pense que Kiriba est un très bon outil pour ça. Je ne suis pas payée par Philippe pour le dire, mais en l'occurrence, il faut utiliser la data, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition pour rendre la gestion de la trésorerie dans sa manière la plus basique possible. Donc c'est gérer le cash, aussi agile, transparent que possible. Donc ça, c'est... Une facette qui peut intéresser notre public. Vous faites partie d'un groupe qui a un siège mondial, mais qui est très décentralisé. Donc, comment vous avez fait avec vos filiales? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pédagogie, là aussi, dans ce contexte de crise? Alors la crise, c'est un accélérateur de transparence parce que je pense que tout le monde est effectivement tourné vers l'objectif du groupe. Donc c'est un peu, ça peut paraître un peu provocateur de le dire, mais c'est un bon moment pour les trésoriers de faire monter ces sujets, en fait, notamment des sujets de cash. Oui, donc c'est pas mal de pédagogie, c'est pas mal d'explications. En fait, parfois c'est des sujets qui sont un peu passés de mode, donc il faut réexpliquer pourquoi. Et encore une fois, j'insiste, il faut équiper d'outils, c'est-à-dire que il faut que l'information aille vite, il faut éviter de surcharger les équipes avec des reportings supplémentaires. Il faut pouvoir aller sourcer l'information directement chez elles et faire en sorte qu'elle leur soit visible à elles et à nous. Donc c'est effectivement ça qu'on a fait. Olivier Babot, on sait tous que vous avez cette notation vous-même triple B+, et puisque l'Institut Sapiens, je vous invite à lire ces publications toujours intéressantes. Vous parlez notamment de la donnée, la data. C'est intéressant. Quel est l'apport de la donnée? Parce que s'il faut de la donnée, il faut également de la réglementation derrière pour canaliser tous ces flux. Et j'aimais bien cette phrase: expliquez-nous cette énigme. Plus la piscine est grande, plus il y a de data dans l'espace, plus il faut de la sécurité. Alors, expliquez-nous cette équation. Non, ce qu'il faut sans doute rappeler, c'est que, là encore, moi, j'adore, il faut faire des retours historiques. Et puis l'avantage de Sapiens, c'est qu'on est là pour prendre toujours de la hauteur et qu'on n'a évidemment pas les contraintes de grands groupes. On est tout léger, on est un think tank. Un think tank, c'est un carrefour d'experts, c'est un laboratoire d'idées. Bon. La richesse, ce qui était important et ce pourquoi on se battait il y a quelques siècles, c'était la terre. Pourquoi? Parce que c'était rare. La terre, c'était ce qui permettait de nourrir. Et puis après, ça a été les techniques industrielles et aussi les matières premières, les métaux qui permettaient autrefois d'ailleurs de faire les armes. On se battait beaucoup évidemment pour ce qui permettait de faire le bronze, et puis après les métaux qui permettent et les matières premières qui permettent de produire. Aujourd'hui, c'est quoi la matière première importante?
en fait, c'est deux choses. C'est à la fois la data, c'est-à-dire ça veut dire ce qui est donné en latin, et puis c'est la façon de le traiter, c'est-à-dire en fait la matière grise. C'est les deux trucs dont l'un n'est pas rare, mais dont le traitement est compliqué. Et la deuxième chose, c'est ce qui est très rare, c'est-à-dire la compétence et ce vers quoi l'on va. Ce qui est très étonnant pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi dans un monde où le travail était censé être rare, il y avait un chômage de masse et on se disait, la seule chose qu'on peut te promettre, enfin le Graal que tu pourrais avoir si tu es plus grand un jour, c'est d'avoir un emploi, tellement c'est rare, tellement c'est devenu extraordinaire. Et bien aujourd'hui, on arrive dans le contraire, c'est-à-dire que si vous êtes formé, en réalité, c'est de votre côté qu'il y a la force, puisque c'est les entreprises qui doivent à tout prix essayer de passer des entretiens. Pénurie de compétences dans le numérique. Oui. Et une pénurie de compétences. Et donc c'est l'articulation entre les deux, les compétences et la data. Et en effet, dans un monde qui est un monde avant tout de communication et d'échanges extrêmement transparent et fluide de données, extrêmement rapide, on a de plus en plus besoin non seulement d'accès aux données, de traitement des données et de sécurité. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la question fondamentale de la cybersécurité et du fait qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement conscient des faiblesses qui montent, en plus des inquiétudes macroéconomiques qu'on peut avoir sur un monde inflationniste qui, parce que les États, parce que les démocraties sont vieillissantes et que le système démocratique est un peu à bout de souffle chez nous, malheureusement, se croit obligé d'apporter des réponses à l'inflation qui sont des réponses inflationnistes, puisqu'aujourd'hui l'inflation, elle vient de quoi? Elle vient d'un goulot d'étranglement sur l'offre et pas la demande. Ils y répondent en alimentant la demande, ce qui fait que ça va alimenter l'inflation. Donc on va devoir continuer à avoir des politiques de resserrement monétaire, on va continuer à augmenter les taux, l'argent va être plus cher, et donc ça va avoir pour effet qu'on entre dans une période d'une durée indéterminée de stagflation. Et une période qui va du coup être désagréable, en particulier pour le financement des États, parce qu'on va arriver aux 3 000 milliards de dettes. On va probablement, à la fin du quinquennat, être entre 80 et 100 milliards de charges annuelles de la dette. 55 milliards, on y est aujourd'hui. C'est le budget, l'éducation nationale, que tous les ans on met dans la charge de la dette, et avec des marges de manœuvre budgétaires qui se resserrent à mesure que l'État, pourtant, est obligé d'augmenter à la fois ses investissements et ses interventions pour essayer de maintenir la cohésion sociale. Donc on voit bien qu'on arrive à une forme d'impasse. Voilà. Philippe Aurier, quand on parle de data, vous pensez tout de suite système d'information. Les responsables financiers avec qui vous êtes en échange tous les jours ont besoin de connecter les systèmes qui fournissent des données exploitables. Et alors, donc effectivement, il y a l'Enterprise Liquidity Management qui prend racine sur des plateformes intelligentes. Ça leur permet de collecter, d'unifier des données exploitables basées sur les API, par exemple. Mais est-ce que les entreprises de la FinTech doivent revisiter leur feuille de route? Ça fait quand même beaucoup d'évolutions en peu de temps. Ça fait beaucoup d'évolutions, mais d'un autre côté, les briques de technologie, maintenant, elles sont là et elles sont adoptées de plus en plus. Par exemple, le cloud, même s'il n'y a que 5% des entreprises qui sont dans le cloud, le taux d'accélération et d'appropriation du cloud est énorme parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que quand vous mettez vos applications dans le cloud, vous raisonnez plus en CAPEX, mais vous raisonnez en OPEX. À un moment où il faut couper les coûts, c'est quand même pas mal de partager dans le cloud, alors évidemment avec des enjeux de sécurité des données, etc. Donc faisons l'hypothèse que les choses sont bien faites. Mais le point fondamental, c'est que les briques technologiques sont là, qu'on peut mettre en plateforme de l'information qui peut venir d'environnements différents qui ne se parlaient pas avant, les paiements, la trésorerie, le risk management, la gestion des suppliers, la gestion des clients, etc. C'est possible techniquement de mettre ça. Vous avez parlé d'APIs, par exemple. On peut faire ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut très bien imaginer une centralisation des données pour une centralisation du decision process, tout en laissant de la liberté d'action aux filiales, etc. C'est ça le truc, c'est ça la brique technologique que des gens comme Kiriba, par exemple, peuvent apporter. Et je vous donne 2 chiffres qui sont quand même incroyables. Je crois qu'on génère 30 terabits de données par an et c'est en hausse de 40% par an dans notre plateforme. On traite plus d'un milliard et demi de transactions par an et 250 millions de paiements par an. Donc on voit bien qu'on n'en est qu'au début de l'exploitation de cette masse de données qui, si on continue à bien le faire, donnera de la valeur ajoutée aux clients.
Alors, Alexandre Memati sait déjà tout ça. Je rappelle qu'il est directeur des métiers de flux et de bas de bilan à la Société Générale. On le voit bien, on est entré dans un monde très incertain. L'enjeu pour vous, si je ne m'abuse, c'est d'arriver au développement de solutions sur mesure. On sait que votre banque, notamment, le fait très très bien pour les entreprises du CAC 40. Est-ce que, finalement, ces services étaient faits pour les PME ? Comment ça se passe ? Alors, vous avez raison, hein, la manière dont les grandes entreprises et les plus petites entreprises rentrent dans la crise, dont elles sont rentrées dans le Covid d'abord et dont elles rentrent dans la crise aujourd'hui, n'a rien à voir. Autant on a vu durant cette phase de Covid et depuis de nombreuses années, hein, Florence le disait très bien, les trésoriers des grandes entreprises se structurer, se faire accompagner, développer des outils intelligents et raffiner ou rationaliser la manière dont ils gèrent leur bilan et dont ils l'optimisent. Et pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils ont profité de la crise de Covid pour continuer à le faire. Autant on voit un certain nombre d'entreprises plus petites, plus vulnérables, plus endettées, parce qu'elles ont davantage profité des aides de l'État qu'il leur faut maintenant rembourser dans un contexte inflationniste, de crise, de potentielle récession. Et ça crée d'énormes enjeux pour nous. Et donc tout notre travail, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les aider à mieux piloter leurs risques, à mieux les comprendre, à mieux les identifier et à mettre en place, grâce à ce que les nouvelles technologies nous permettent de faire, des systèmes qui permettent de mieux gérer leur trésorerie et d'optimiser le coût de leurs besoins de fonds de roulement. Et ça repose fondamentalement sur l'ouverture de nos systèmes d'information d'une part et sur une approche beaucoup plus dynamique de la donnée de paiement et de la donnée de financement du BFR. Je vous donne 2 exemples. C'est parce qu'on a ouvert nos systèmes qu'on a réussi à commercialiser pour nos clients entreprises de taille intermédiaire entre 60 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires la solution Kyriba, qui est offerte en marque blanche sur la plateforme digitale de la Société Générale et qui offre à des clients qui sont trop petits et qui ne se sont pas suffisamment structurés pour développer, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités des solutions sophistiquées de Kyriba, des solutions plus simples, plus packagées, très très modulaires d'ailleurs, qui répondent à plusieurs de leurs besoins et qui leur permettent de mieux piloter leur trésorerie, leur permettent de disposer d'outils de prévision de trésorerie qui sont très très importants dans le monde du jour, dans le monde actuel, et qui leur permettent aussi de disposer de solutions assez sophistiquées de lutte contre les différents risques, à commencer par le risque de fraude. Une deuxième initiative que nous avons prise, cette fois-ci sur la base de l'exploitation des données de nos clients. Nous avons regroupé dans un data lake les données bilancielles de nos clients et les données de flux et d'utilisation de nos lignes de crédit. Nous les avons comparés à leurs pairs dans une approche très sectorielle et nous revenons maintenant au travers d'une démarche qui s'appelle expertise trésorerie avec un certain nombre de ratios qui comparent l'efficacité de la gestion de trésorerie et l'optimisation des modes de financement du court terme de nos clients et nous leur prodiguons un certain nombre de conseils où nous leur proposons un certain nombre d'offres de cash management, de liquidity management et de financement du bas de bilan de manière à les optimiser. Auriez-vous un exemple en tête qui montre justement qu'une fois qu'on dispose de la donnée, de cette comparaison, certainement des mesures qui sont prises? Alors, le premier client qu'on a incorporé avec Kyriba, il s'appelle WeFirst. C'est une société qui produit des offres d'Internet banking pour des entreprises. C'est une société qui se développe de 15% par an en chiffre d'affaires et qui va continuer à se développer très fort actuellement puisqu'elle bénéficie à fond, je veux dire, de l'obsession digitale que la crise du Covid a encore accentuée. Et là, la situation de cette société, c'est qu'elle se structure moins vite qu'elle ne grossit.
Elle a 120 collaborateurs, elle a une équipe de trésorerie de quelques personnes et elle commence à avoir, parce qu'elle grossit, parce qu'elle s'internationalise, parce qu'elle vit dans un environnement de risque qui est plus important, elle commence à avoir des besoins de liquidité qui sont plus sophistiqués. En le mettant à sa disposition, les offres de Kyriba, on lui permet d'avoir une gestion de sa trésorerie en temps réel, beaucoup plus transparente, multi-géographie, ce qui l'aide évidemment grandement à gérer sa croissance d'une manière plus sécurisée en matière de trésorerie. Merci. Mathieu Boucherie, vous, même si vous êtes une très très grande entreprise, comme on le disait, bien solide, vous êtes passé par le Covid, vos fournisseurs aussi, et ça m'a intéressé quand vous nous avez raconté que vous avez tenté de les aider, vos fournisseurs. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Et puis on reparlera, et si vous le voulez bien, effectivement des initiatives que vous avez prises pour faire face à la crise de liquidité qui affectait un petit peu tout le monde. Quand on est arrivé en plein dans la crise Covid, qui est venue quand même très vite, il s'est passé quelque chose de très surprenant. C'est que mon management, qui s'intéressait à la trésorerie 2 fois par an, s'est mis à s'y intéresser tous les jours. Parce que la première question qu'on s'est posée, c'est comment on va traverser cette crise, de quelles réserves on dispose, et est-ce que les clients vont continuer à nous payer ? Et on avait la chance que, parce que les taux étaient très bas, on s'était préfinancé de manière très forte, et on est rentré dans la crise Covid avec à peu près 10 milliards de dépôts, ce qui représente à peu près un tiers de notre endettement. Donc ce qui est très important, ce qui a un coût, mais qui dans un environnement de taux très très bas, est un coût marginal qui est quand même relativement petit. Et donc la question s'est posée de est-ce qu'on allait continuer à fonctionner ? Et évidemment, les télécommunications dans un monde confiné se sont révélés essentiels, et aucun de nos clients n'avait envie d'arrêter de nous payer. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'on allait traverser cette crise non pas sans impact, mais avec un impact plus limité. Nos boutiques étaient fermées, on allait vendre moins d'équipements, mais on avait quand même l'essentiel de nos revenus qui allait être stable. Et on est retourné dans les marchés obligataires dès fin mars pour sécuriser totalement notre situation et montrer d'ailleurs que malgré cette très forte tension, on avait encore la confiance de nos investisseurs. Ça a bien fonctionné, on a levé 1,5 milliard d'euros. Et on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on aide toute notre chaîne logistique. Et on a décidé de payer comptant tous nos petits fournisseurs. Notamment parce que le maintien de l'écosystème de nos fournisseurs en place et en bonne santé financière, pour nous, est essentiel à le maintien de notre activité. Donc on avait déjà en place des solutions de factoring qui permettait à nos fournisseurs d'être payés comptant s'ils le souhaitaient. Mais là, on a carrément pris la décision de mettre à disposition notre trésorerie de nos fournisseurs. Et alors aujourd'hui, une action Orange, c'est quoi? C'est de l'ordre de 10,60 €. Le dividende, rappelez-nous comment il coûte. La dette, qu'est-ce qui vous coûte plus cher là en ce moment? Aujourd'hui, le capital continue à coûter cher à Orange. On verse 70 centimes de dividende pour une action à 10,60 €. Alors, elle est beaucoup remontée depuis 6 mois. Je pense que les investisseurs ont compris qu'il y avait une bonne valeur refuge chez nous. Mais reste aujourd'hui le coût de financement de l'entreprise par la dette reste beaucoup plus abordable que le coût du capital. Donc, évidemment, on continue à se financer à 10 ans sur des taux de l'ordre de 2,3-2,4%. C'est plus de 2% de plus qu'il y a 2 ans, pardon, mais ça reste des taux qui sont très favorables par rapport au coût du capital. Oui, Philippe, il voulait rebondir. Oui, je rebondis en vous disant quand même un truc qui est spécifique à la France. En 2021, l'endettement des entreprises françaises est équivalent à 170% du PIB. Vous prenez le UK qui a un PIB pas très différent d'une autre, c'est uniquement 78%. Et la duration moyenne de la dette des entreprises, encore une fois, mes deux camarades des deux côtés ne sont pas représentatifs, mais ils parlent aussi au nom de l'Association française des trésoriers d'entreprises, où on a beaucoup de PME, etc. Et donc la duration moyenne de la dette de beaucoup d'entreprises, c'est 3,5 ans. Donc je ne veux pas parler de mur de la dette, mais fondamentalement, dans l'environnement que tu as décrit, Olivier, il est évident que si on pousse au deleverage, ces entreprises vont devoir trouver des solutions. Pour moi, il y en a deux. Il y en a une, c'est fondamentalement mettre de l'equity dans le système. Je pense que ça va être un grand thème qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais il va falloir mettre de l'equity dans le système. On va se poser la question de savoir quel est le return on equity acceptable dans un environnement deleveragé, où tu as moins de dette et plus d'equity en valeur relative. Et le deuxième point, c'est aller chercher la liquidité là où elle est, de manière hyper maligne,
avec une meilleure connexion entre les fournisseurs, les entreprises et les clients des entreprises. C'est le concept d'Enterprise Liquidity Management, où on est doté de l'information nécessaire pour que les flux passent vite, qu'on les connaisse et qu'on optimise. Un dernier point, tu disais que tu avais pris la décision, bien sûr, d'aider les fournisseurs en les payant au comptant. Et félicitations et grand merci. Rendez-vous compte que dans une période de hausse des taux, il y aura une très grande différence de valeur pour un fournisseur à être payé à 10 jours ou à être payé à 60. Vous voyez, à 10 jours après l'émission de la facture, ou à être payé à 60. C'est ça, la solidarité. Ce truc-là aura beaucoup plus d'impact demain qu'aujourd'hui. Est-ce que Florence Trésario, vous voulez apporter votre éclairage là-dessus? Et c'était, je ne vais pas regarder le prix de l'action Pierre de Ricard en ce moment, mais c'est intéressant parce que vous étiez plutôt perçu comme une valeur dollar précédemment. Et puis j'ai appris en préparant cette table ronde que vous ne couvrez pas les devises par souci de transparence. Donc voilà, c'est quoi les valeurs cardinales de votre politique de financement? Alors, effectivement, alors je rejoins effectivement Mathieu sur, si on regarde le coût de l'equity et le coût de la dette, on a encore, il y a encore pas mal de marge. L'equity coûte quand même effectivement beaucoup plus cher. Peut-être venir sur le change, et effectivement, on est à la parité aujourd'hui, ce qui est quand même ce qui est assez majeur. Ce qui est pour une entreprise comme nous, et on n'est pas les seuls dans le secteur, plutôt quelque chose de favorable. En fait, on vend aux US et on produit en Europe. Donc, $1 à 1, c'est quelque chose qui est favorable pour nous. Non, effectivement, nous, on ne couvre pas le change. En fait, il y a beaucoup d'entreprises dans notre secteur qui couvrent les ventes en avance, qui font ce qu'on appelle de la couverture budgétaire, ce qu'on ne fait pas. Et donc, on prend l'impact de change, qu'il soit positif ou négatif, de manière assez directe, en fait, à chaque clôture financière. Donc, on peut s'attendre à cette année qui se termine chez nous soit une année positive pour le change, puisque du coup, l'euro-dollar s'est beaucoup apprécié durant la période, mais c'est assez aléatoire. On a été effectivement perçu comme une valeur dollar, donc ça, c'est plus une appréciation des marchés equity, notamment au moment de l'acquisition d'Absolute, qu'on vendait essentiellement aux États-Unis. Désormais, notre activité est vraiment partout dans le monde, notamment pas mal en Asie. Donc, on est presque un tiers. Et nous, notre exposition aux devises est beaucoup plus granulaire que juste une exposition dollar. Mais effectivement, on a cette particularité de vouloir être transparent ou de ne pas vouloir faire porter le coût à nos actionnaires de nos couvertures de change, ce qui est assez rare. Jean-Manuel Richer, je ne sais pas si vous voulez donner votre avis de banquier sur ce jeu un peu inédit avec la parité euro-dollar. Je crois que c'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, un rêve concrétisé. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas pour les mêmes raisons. Je pense que ça dépend à qui vous parlez. C'est une bonne chose pour les entreprises américaines, comme je le disais, qui ont des ambitions d'acquisition, parce que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actifs européens qui ont considérablement baissé en valeur. C'est une moins bonne chose pour l'Europe parce que ça va importer de l'inflation. N'oublions pas que les coûts de l'énergie sont dénominés en dollars, donc ça va contribuer à alimenter une inflation qui est aujourd'hui hors de contrôle. On le voit bien dans la plupart des grandes zones économiques à part la Chine. Et donc, on est dans une configuration où, pour les exportateurs, ça va améliorer leur compétitivité, alors que d'un autre côté, la hausse des taux la diminue. Fondamentalement, ça montre quand même une défiance vis-à-vis de la monnaie unique assez spectaculaire, puisque depuis le début de l'année, on a quand même perdu 15% sur l'euro, et c'est pas nécessairement le signe. Je vois beaucoup d'observateurs qui disent que c'est parce que le dollar est une valeur refuge. Le yen était aussi une valeur refuge, et on a bien vu que depuis le début de l'année, le yen s'est affaibli. Donc je crois que ça montre que l'Europe rentre dans une configuration aujourd'hui avec plus d'inflation, plus de taux, une croissance plus faible, des déficits budgétaires très importants qui se traduit dans l'évolution de la parité euro-dollar, qui à mon avis est l'indicateur le plus important à regarder dans les prochains mois. Olivier Bavot, quelle est votre lecture de cette nouvelle situation? Oui, alors l'affaiblissement très rapide de l'euro, évidemment, peut être lié aux décisions de la Fed. Si le resserrement budgétaire a lieu d'abord aux États-Unis, évidemment, ça rend l'euro un petit peu plus, le dollar un peu plus désirable que l'euro momentanément. Si ça dure, alors vous savez, en théorie économique, il y a un truc qui s'appelle la courbe en J.
dans ce genre de cas, quand on fait des dévaluations. Alors on se dit normalement, dans un premier temps, bah oui, ça renchérit les importations et donc ça c'est pas terrible. Mais dans un deuxième temps, normalement, ça va améliorer nos exportations. La question c'est dans quelle mesure. Et moi, l'une de mes inquiétudes, c'est que ça accroisse encore les différences entre des pays très exportateurs comme qui étaient d'ailleurs structurellement plutôt en fort excédent comme l'Allemagne, ou des pays qui étaient structurellement et de plus en plus en fort déficit comme la France. Et cette différence entre les pays, elle est très mauvaise. C'est une mauvaise nouvelle à mon avis pour une zone euro qui est considérablement affaiblie, ce qui se traduit évidemment avec des spreads de taux de plus en plus grands et une difficulté la BCE d'essayer de faire tenir tout ça. Donc on peut que souhaiter que finalement cet affaiblissement de l'euro soit uniquement un moment qui soit compensé d'ici quelques mois. C'est possible aussi. Voilà. Philippe Henry, quelle est votre analyse? Vous êtes bien entouré, hein, les entreprises solides sont bien parées, mais les entreprises à la trésorerie plus faible, elles vont devoir refinancer. Est-ce que ces entreprises vont avoir accès au marché financier dans les mois qui viennent? Quelle est votre analyse? Donc, le sentiment, en fait, c'est que, comme j'ai dit, je pense qu'on va se reposer la question de l'equity, de l'accès à l'equity d'une manière ou d'une autre pour ces entreprises, qui ne sont pas tous d'ailleurs cotées, mais qui sont aussi détenues par des private equity. Donc, c'est pour ça que sur la place de Paris, Europlace, on fait un gros travail avec Euronext en particulier, pour rendre encore plus attractifs les règles, à la fois pour les investisseurs equity et puis pour les émetteurs. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est que les entreprises devront se poser la problématique de ce qu'on appelle la WACC, c'est-à-dire le bon équilibre entre equity et dette. Pour qu'il y ait une meilleure visibilité sur le marché obligataire et sur le marché de la dette, donc la dette de marché, je pense qu'il faudrait qu'on voit une stabilisation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ils vont se stabiliser, on ne sait pas trop où l'inflation va se stabiliser. Il y a des économistes qui commencent à se jeter à l'eau, qui disent qu'ils voient l'inflation se stabiliser à 4%. On ne sera pas à 2% du target des banques centrales, et elles vont peut-être revoir ça à moyen terme. Mais en l'occurrence, s'il y a stabilisation de l'inflation et stabilisation des taux, là, le marché, naturellement, se remettra à traiter. Je vous rappelle quand même que l'indice crossover, aujourd'hui, est à 600 points de base. Il était à 200 points de base avant le début du Covid. Donc, on est à 600 points de base. Ça coûte 6% de plus pour les entreprises crossover de se refinancer aujourd'hui, quand même. Donc, on a déjà bien vu ces choses-là. Mais je crois que l'accès sera là. Dernier point, BAL 3, BAL 4. Il faut qu'on continue à travailler de près avec le régulateur, parce qu'il faut impérativement que les nouvelles règles auxquelles les banques vont être soumises ne soient pas trop défavorables au crédit aux entreprises non-investment grade, de façon à ce qu'on garde un montant de fonds propres suffisant. Je vous rappelle quand même que depuis le début de la crise de 2008, toutes choses égales par ailleurs, les fonds propres des banques ont dû être augmentés de 3,5 à 4 fois. Sur cette base-là, c'est déjà très solide. Il ne faudrait pas qu'on rajoute des éléments qui rendent encore moins manœuvrantes les banques en matière de crédit à l'économie réelle. Et c'est, à mon avis, un des éléments fondamentaux qui vont forcément modifier considérablement la capacité des banques à accompagner ce cycle de crise dans lequel nous vivons. Si on le compare par rapport au dernier cycle inflationniste de 93, je veux dire, on était dans des situations bilancielles ou des exigences réglementaires qui étaient complètement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il faut bien avoir en tête que cette situation d'endettement croissante d'un certain nombre d'entreprises, la nécessité pour elles de devoir rembourser un certain nombre de dettes d'État, enfin de PGE dont elles ont bénéficié, s'opérera dans une situation dans laquelle la capacité des banques à apporter des alternatives à ces modes de financement et à contribuer, je veux dire, à la résolution des difficultés bilancielles qu'un certain nombre d'entreprises vont rencontrer sera sans doute bien inférieure à ce qu'elle a été dans les cycles de crise précédents. C'est vrai que les banques ont aidé les entreprises, mais qui peut aider les banques aussi? Elles ont pas mal de défis à relever, améliorer l'expérience client, faire face à la digitalisation. Or, les systèmes des banques, elles sont issus quand même d'un très grand héritage. Peut-être, en citant tout à l'heure votre partenariat avec Kyriba, vous avez donné peut-être un élément de réponse. Vous faites de la co-innovation maintenant. C'est un système plus ouvert, non ? Oui, et alors je voulais aussi rebondir à ce que disait tout à l'heure Mathieu. Voilà.
Même les grandes entreprises dans le Covid étaient obsédées par la gestion de la trésorerie, et y compris de leurs petites filiales qui étaient lointaines, et elles se sont rendues compte qu'elles avaient des systèmes d'information ou des systèmes de reporting d'ailleurs de la part des banques qui ne leur permettaient pas toujours d'avoir la qualité de l'information qu'elles souhaitaient avoir de manière très très granulaire dans un contexte de déflagration complète de chacune des économies domestiques dans lesquelles elles opèrent. Et on voit bien que, et d'ailleurs en sortie de crise, l'obsession digitale et la maturité digitale de nos clients entreprises, et en particulier de nos partenaires trésoriers, s'est considérablement accélérée, avec un niveau d'exigence de leur part sur la transparence, sur l'immédiateté, sur la cohérence de l'ensemble des données qu'on leur donne, sur leur situation de trésorerie dans l'ensemble des géographies et au travers de l'ensemble des banques dans lesquelles nous travaillons. C'est considérablement accru. Et bien évidemment, pour nous, c'est un enjeu monumental parce que nos banques sont des héritages d'acquisition, nos systèmes d'information sont fragmentés, la manière dont nous décrivons dans nos systèmes, dont nous gérons, produisons, stockons et mettons à la disposition de nos clients les datas que nous produisons sont extrêmement disparates. Et donc on a un travail considérable à faire pour masquer de ce caractère très disparate de la donnée que nos clients génèrent dans nos systèmes, pour pouvoir leur exposer la vision qu'ils veulent, quand ils le veulent, avec la régularité avec laquelle ils le veulent et sur le périmètre sur lequel ils exigent. D'où tout ce travail que nous devons faire et que les nouvelles technologies arrivent à faire, à essayer de masquer nos legacy systems en créant des couches intermédiaires dans lesquelles va être normalisée la donnée et va être exposée à nos clients. Et ça, ou nous le faisons nous-mêmes, ou nous le faisons dans une économie ouverte en travaillant avec des acteurs tels que Kyriba, dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, parce que Kyriba intègre les données des filiales de la Société Générale dans un système unique bien avant que nous ne l'ayons fait. Je me tourne vers vous pour conclure. Mathieu Boucherie, moins de 30% des trésoriers effectivement disposent d'informations qui leur permettent de gérer, d'avoir une information en temps réel sur leur situation de cash. On dirait que de nouveaux usages sont intervenus avec ces crises. Est-ce que vous, les directeurs financiers, vous avez de nouvelles responsabilités à l'issue de ces crises? Vous le diriez comme ça? Non, clairement. On a la responsabilité de la prudence et de la liquidité. On va dire et du financement. On est un groupe intégré et on assure la liquidité et la bonne solvabilité de nos filiales. Et je pense que pour rebondir sur ce point, c'est l'avenir de la gestion de la donnée chez nous telle qu'on la voit. C'est évidemment la capacité à agréger de l'information sans avoir à la demander. Parce qu'une des grandes difficultés du fonctionnement des entreprises comme Orange, qui sont constituées d'une multitude de filiales, c'est tous les enjeux de reporting. C'est-à-dire que pour avoir accès à l'information, on demande à la filiale de nous l'envoyer. La grande différence qu'il faut arriver à transformer chez nous, c'est faire en sorte que l'information de nos filiales nous soit directement accessible et que les filiales passent du temps sur leurs propres enjeux et pas sur les enjeux que la maison mère leur impose. Et ça, on doit y travailler aussi. Et après, offrir des solutions de trésorerie qui leur donnent des marges de manœuvre pour se développer. Voilà. Merci à nos invités. On a compris qu'il devient urgent d'accélérer la transition vers des modèles résilients, durables. Une gestion en temps réel de la liquidité fait partie des armes cruciales pour faire face. Merci messieurs, dames, merci au public. Et tout de suite, The Future of Financial Centers. Merci.